Décode Éduc, le podcast des étudiants et étudiantes en sciences de l'éducation. Décode Éduc. Égalité de genre, sexualité et éducation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Décode Éduc, le podcast de décodage scientifique des étudiants et étudiantes du Master Sciences de l'Éducation de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, un projet accompagné par Caroline Chambon et Johan Dubigeon ainsi que Philippe Langrivon à la technique, que l'on remercie chaleureusement. Pour cette édition, on a choisi de s'intéresser à une thématique aussi vaste qu'essentielle, le genre et l'éducation, avec deux émissions pour la traiter. La première, celle d'aujourd'hui, qui sera consacrée à l'éducation et à l'égalité entre les filles et les garçons, et la seconde, qui se penchera sur les violences sexistes et sexuelles et sur le rôle de l'éducation dans la prévention de ces violences. Ce sujet est au cœur de pas mal de débats parce qu'il touche à la construction des identités et à la transmission des valeurs, mais aussi à la façon dont notre société continue de reproduire les inégalités, parfois sans s'en rendre compte. Dans le monde du travail, par exemple, les écarts persistent. Les femmes restent plus souvent à temps partiel, elles occupent moins de postes à responsabilité que les hommes, et au niveau du salaire, les femmes perçoivent encore 4% en moyenne, moins que les hommes, à postes égaux. Ces inégalités ne tombent pas du ciel, elles se construisent dès le plus jeune âge dans les interactions, les jouets, les histoires qu'on raconte et même dans les attentes des adultes. Les études récentes, notamment celles menées par Thomas Breda et ses collègues, montrent qu'à l'entrée en CP, les filles et les garçons ont le même niveau en mathématiques. Mais un écart en faveur des garçons apparaît et se crée dès la première année de l'école élémentaire. Pourquoi ? C'est sûrement pas qu'une question de capacité, mais bien de socialisation, d'encouragement et de modèle. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, avec un regard particulier sur la petite enfance, parce que c'est souvent là, dans les premiers apprentissages, que tout commence. D'ailleurs, les pouvoirs publics ne s'y trompent pas. La Convention interministérielle pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système éducatif, mise en œuvre depuis 2024, fixe comme objectif une approche globale de l'éducation à l'égalité. On a vu émerger des référents et référentes égalité dans les établissements, des labels, des modules de formation pour les enseignants et enseignantes, etc. Mais malgré ces dispositifs, on observe des inégalités qui persistent, avec par exemple 74% de filles dans les filières littéraires, 30% dans les filières scientifiques, 71% de diplômes d'ingénieurs délivrés à des hommes, et encore bien d'autres exemples. Alors aujourd'hui, on a voulu aller voir ce qui se joue avant même l'orientation, dès la crèche, à l'école maternelle, puis dans les écoles primaires. Comment se construisent ces inégalités ? Comment les professionnels de l'éducation peuvent-ils agir au quotidien pour les limiter ? Et surtout, comment transmettre l'égalité comme une véritable compétence éducative ? Pour explorer ce sujet passionnant et complexe, on a la chance d'avoir avec nous trois invités qui le connaissent de l'intérieur. D'abord, Dylan Rakana. Dylan, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et de la formation et vous avez soutenu une thèse intitulée « Mise en œuvre de l'action publique éducative en faveur de l'égalité des sexes à l'école maternelle ». Merci d'être là avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Oui. À nos côtés, nous avons Estelle Brenier. Estelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en REP+, dans le centre-ville de Saint-Étienne, enseignante en pédagogie freinée et militante au sein du groupe départemental de l'ICM. Vous avez participé à une recherche-action avec Sarah Sagueton. Votre regard de terrain nous aidera à comprendre comment on peut agir dès la classe pour bousculer les stéréotypes. Enfin, pour nous ramener un peu plus tôt dans la vie des enfants, François Njapou est également avec nous. Bonjour François. Bonjour. Vous avez été éducateur des jeunes enfants en crèche avant de devenir formateur-chercheur dans le champ socio-éducatif. Vous êtes psychologue aussi. Merci à vous tous les trois d'être là aujourd'hui pour nos auditeurs. Au fil de l'émission, nos chroniqueuses Miriban, Radia et Naïla sauront nous accompagner pour apporter leurs recherches, leurs analyses et parfois un peu d'humour. Merci, chers collègues. Merci à vous. À mon côté, il y a mon collègue d'autre, Guillaume, que je remercie aussi. Bonjour Aline. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet.
Estelle, François, Dylan, d'après vos travaux et vos expériences, est-ce qu'on peut vraiment dire que ces inégalités de genre, elles sont déjà présentes dès la petite enfance ? Estelle, par exemple. Alors, moi, ce que j'ai pu observer, notamment dans l'école dans laquelle je suis maintenant depuis plusieurs années, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce qu'on peut proposer aux enfants et dans le rapport qu'on a avec eux, dans nos manières de nous exprimer, qui font que, oui ou non, on va avoir un rapport sexué entre les enfants. Et moi, le travail qu'on a fait avec Sarah, ça a été de permettre, dans l'idéologie que j'avais d'égalité entre les filles et des garçons, de pousser cette égalité sur un temps de travail particulier dans ma classe, qui est le conseil de classe. Et du coup, j'ai pu aussi comprendre que à l'école, on n'est pas forcément responsable des inégalités de genre. Par contre, on peut être amené à les favoriser, à voir les reproduire. Donc c'est là où ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gestes professionnels qui permettent justement qu'on soit et qu'on reste dans un rapport égalitaire, que les enfants restent dans des rapports égalitaires. Dylan, ça me fait beaucoup penser, ce qu'Estelle vient de nous dire, à ce que vous avez pu observer pendant votre recherche, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, totalement. J'ai mené une recherche du coup auprès de 35 enseignantes et enseignants en école maternelle, en observant notamment les interactions en classe et en regardant ce qui se passait selon les domaines de l'école maternelle. Donc, ce qui se passait plutôt en français, en mathématiques, en EPS, même si ça ne s'appelle pas comme ça l'école maternelle. Et je vais totalement dans votre sens. En fait, ça dépend des enseignantes et des enseignants. Ça dépend aussi des moments de classe, des disciplines. Mais en effet, les enseignantes et les enseignants ou les autres acteurs et actrices de l'école maternelle, comme notamment les ATSEM, peuvent avoir un rôle à jouer et peuvent soit inclure directement l'égalité dans leurs pratiques, soit au contraire véhiculer des stéréotypes et avoir des pratiques inégalitaires. François, un commentaire peut-être ? Oui, on pourrait dire que ça commence de la petite enfance. J'ai envie de dire ça commence même durant la gestation. Parce que finalement, dès qu'un papa et une maman sait qu'ils vont avoir un bébé, ils ont déjà des représentations sur ce que c'est qu'une fille et ce que c'est qu'un garçon. Et du coup, à travers la manière dont ils vont construire la chambre pour le petit, dans la manière dont ils vont pouvoir acheter du bleu ou du rose, ils vont déjà construire un certain nombre d'éléments autour des différences sexuées. Donc ça commence finalement assez tôt. Et dans mon expérience d'éducateur de jeunes enfants, alors là j'ai ramené quelques photos, c'est dommage on ne peut pas les voir, mais voilà, donc ce sont quelques photos sur finalement ce qui peut se passer à la crèche. Donc ce qui se passe à la crèche, c'est essentiellement quand même un univers qui est un univers féminisé, puisqu'il y a 95% de femmes qui travaillent dans les crèches. Et on a réussi à mettre en place, à travers du coup un travail sur la mixité, de pouvoir finalement montrer que la question de la petite enfance, c'est pas simplement une question de femme ou de mère, mais ça peut être aussi investi par des hommes et par des pères. Donc on aura l'occasion d'échanger un petit peu sur finalement ce que peut être aussi la mixité et les effets de la mixité sur l'égalité. Justement, une question sur votre pratique en crèche. Pour vous, elles ont vraiment ce rôle à jouer déjà dans la reproduction des inégalités, notamment par cette non-mixité de la pratique ? Alors effectivement, la question de la non-mixité dans les crèches, puisque effectivement on est à 95%, je le disais, reproduit finalement des inégalités de genre, des inégalités sexuelles, puisqu'il y a une répartition finalement inégale au sein des crèches. Du coup, tout l'enjeu, alors c'est un travail qui se fait déjà. Dylan pourra parler un peu et pourra peut-être évoquer l'évolution des politiques publiques, mais c'est quand même depuis une trentaine d'années que dans les crèches, on a introduit la question de l'égalité et que pour moi, la question de la mixité est un enjeu majeur. Alors la mixité n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour travailler la dimension de l'égalité. Donc, il faut qu'il y ait plus d'hommes qui travaillent auprès des jeunes enfants. Il faut plus de pères qui s'investissent dans le quotidien, dans la famille, et il faut du coup plus de travail autour de cette égalité entre les filles et les garçons dans le quotidien, dans les crèches.
Merci beaucoup François. Vous venez vraiment de rappeler à quel point il y a toutes ces interactions précoces, ces choses du quotidien des pères, etc., qui peuvent influencer la construction du genre. Et du coup, question pour vous, Dylan, qui avait beaucoup travaillé à l'école maternelle. Est-ce que vous observez ces mêmes mécanismes dans ce cadre, ou est-ce que vous êtes déjà dans une autre logique, une autre dynamique ? Oui, moi j'observais en fait vraiment les interactions entre les enseignantes, les enseignants et les élèves. Et on peut se rendre compte que, en fait, oui, certains enseignantes, beaucoup d'enseignantes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus d'enseignantes à l'école maternelle que d'enseignants hommes, il y a des mécanismes de reproduction, en fait, soit des stéréotypes, soit des interactions inégalitaires. J'ai tout un tas d'exemples à donner, mais par exemple, en mathématiques, dès l'école maternelle, on interroge plus les garçons que les filles. D'autres exemples qu'il peut y avoir, quand on demande des services, ce qui est ressorti, évidemment, ce n'est pas toutes les enseignantes ou les enseignantes, mais certaines enseignantes demandaient beaucoup plus aux garçons de la classe, par exemple, je sais pas, de déplacer les chaises, de déplacer les tables, ces choses-là, et aux filles de la classe d'accompagner d'autres élèves aux toilettes. Enfin, on retrouve là directement le lien avec l'orientation que vous faisiez et les métiers derrière futur, la force physique pour les garçons et l'aide aux personnes pour les petites filles. Oui, donc en fait, même à cet âge, l'école, elle reproduit les mêmes schémas que la société. Et du coup, maintenant qu'on a évoqué la petite enfance et la maternelle, on va se tourner vers le début de l'école primaire. Estelle, vous qui avez une pédagogie freinée dans votre enseignement, comment est-ce que vous diriez que l'école et les pratiques enseignantes peuvent influencer les différences entre les filles et les garçons ? Et surtout, comment est-ce que la pédagogie freinée peut apporter une réponse particulière à ces inégalités ? Alors déjà, quand on dit pédagogie freinée, faut savoir que c'est une pédagogie qui est centrée sur les enfants et qui donne une place prépondérante aux enfants dans ce qui se passe dans la classe. Et en fait, en travaillant sur les questions des inégalités, et filles-garçons, en fait, je me suis aperçue que je travaillais en fait en travaillant avec cette pédagogie, que j'avais à cœur, en tout cas, de mettre en avant des pratiques qui permettaient justement une forme d'égalité, mais pas forcément que chez les filles et chez les garçons. Mais si vous venez dans une classe freinée, normalement, vous verrez qu'en fait, il y a peu de temps, par exemple, quand on parle d'interaction, où on fait plus intervenir les filles que les garçons, etc. Moi, je me suis aperçue qu'en fait, je parlais pas beaucoup, et que beaucoup de personnes qui viennent dans la classe peuvent dire qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions entre les enfants, que moi, j'interagis beaucoup avec les enfants, mais notamment quand on est dans des petits groupes. Et le fait, justement, de travailler en petits groupes permet aussi la distribution, notamment de la parole pour ce qui est des filles et des garçons, et aussi la répartition des rôles. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe où on est restreint, on peut donner des rôles à chacun, et des rôles qui peuvent tourner dans ce même groupe, et du coup permettre à ce que chacun vive les différents rôles. Ensuite, sur d'autres pratiques, ça a été justement de s'interroger, et je me suis aperçue qu'en fait, comme l'enfant était au centre même des apprentissages, même avec ce qu'il pouvait apporter de chez eux, les quoi neufs, les présentations, etc., en fait, je donnais une part égalitaire. Enfin, j'essayais de donner une part égalitaire, parce que j'ai pu voir quand même avec Sarah Sacton, qui est venue vraiment donner des chiffres sur ce qui se passait vraiment dans l'espace démocratique de ma classe, par exemple, que même si j'y étais vigilante, il y a quand même des moments où, en fait, effectivement, j'étais pas aussi égalitaire que ce que je pensais. Et du coup, on a réajusté. Mais en tout cas, en ayant cette lunette de toujours se dire, est-ce que oui ou non, je suis égalitaire, mais pas que sur la question des genres. Est-ce que, justement, je reproduis ou pas des questions liées à ça ? Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Je sais plus dans quoi j'étais partie. Du coup, ce qui était intéressant, c'est d'interroger tous les moments que j'avais de classe et de voir qu'effectivement, il y en avait qui permettaient une égalité et d'autres que je pensais égalitaires qui, en fait, ne l'étaient pas, et de réajuster ça, en tout cas, pour que ça permette à tout le monde de trouver sa place comme je le souhaitais dans la classe. Merci beaucoup Estelle, merci à vous trois pour ces éclaircissements. On voit bien que le chemin vers l'égalité est un engagement pédagogique constant, et cela dès la crèche au primaire. Nous avons abordé les mécanismes de la socialisation genrée,
Mais pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut parfois s'appuyer sur les chiffres et sur les faits. Afin d'approfondir notre sujet, nous écoutons Myriban qui nous propose une chronique sur l'histoire des inégalités de genre ainsi qu'est le vécu des enfants dans le milieu de scolarité. C'est seulement en 1960 que l'école mixte est apparue. Ça fait donc 65 ans que ce système éducatif existe. Comme l'a dit Guillaume à l'instant, la Convention interministérielle 2019-2024 suppose de 1. Que l'école porte à tout niveau le message de l'égalité entre les filles et les garçons, et de 2. Qu'elle participe à modifier la division sexuée des rôles dans la société. Bien que le rôle des enseignants et des enseignantes tel que défini par l'Éducation nationale est de promouvoir l'égalité filles-garçons, cela n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes ne traitent pas les filles et les garçons de la même façon. Souvent, sans même s'en rendre compte, ils et elles n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes réactions, pas les mêmes façons d'interagir selon le genre de leurs élèves. Nicole Mosconi, sociologue sur les questions de genre en éducation, a assisté à de nombreuses séances de cours, notamment pour analyser les interactions que les enseignants ont avec les enfants. Elle constate premièrement que le temps de parole n'est pas équitablement réparti. Dans les années 1970-80, les anglo-saxons parlent de la loi 2/3, c'est-à-dire que pour des classes mixtes avec le même nombre de garçons que de filles, l'enseignant-enseignante interagissait 2/3 du temps avec des garçons contre 1/3 du temps avec les filles. Heureusement, il y a une évolution. D'après des données récentes, les enseignants et enseignantes auraient en moyenne 44% de leurs interactions avec les filles contre 56% avec les garçons. Le deuxième constat est que les garçons ont beaucoup plus accès à la parole. Mosconi suppose que cette liberté d'intervention s'explique pour 2 raisons majeures. De 1, les filles peuvent ressentir une certaine pression de la part des garçons. Leurs prises de parole peuvent être interrompues, contestées ou même moins prises en compte, ce qui les pousse parfois à se retenir. Et de 2, il y a les représentations collectives. On attend souvent d'une fille qu'elle soit calme, tandis qu'un garçon a le droit d'être plus bruyant et donc de prendre plus de place dans les échanges. Le troisième et dernier constat est que lorsque l'enseignant parvient à équilibrer le temps de parole entre filles et garçons, les garçons se plaignent d'être négligés et l'enseignant aussi partage cette impression. En fait, c'est simplement parce que les garçons ont d'habitude plus d'espace pour parler. Donc quand l'enseignant se rapproche d'une vraie parité du temps de parole, ça donne l'illusion aux garçons de perdre quelque chose. Finalement, Mosconi dit que cette différence de traitement impacte autant les filles que les garçons. Pour les filles, être moins sollicitée et entendue peut conduire à un manque de confiance en soi, une hésitation à s'exprimer, ou même l'impression que leur parole vaut moins. Pour les garçons, c'est l'effet inverse. Le fait d'être davantage poussés à intervenir renforce leur essence à prendre la parole et à s'imposer. Mais cela peut aussi les enfermer dans l'idée qu'ils doivent toujours occuper l'espace. En bref, toutes ces données invitent chaque acteur et actrice de l'éducation, soit les parents, les professeurs, les éducateurs, éducatrices ou encore les animateurs et animatrices à interroger leur comportement du quotidien et leurs attentes envers les filles et les garçons. Parce que c'est souvent dans les gestes les plus ordinaires que les inégalités se construisent ou se déconstruisent. Merci Myriban pour ce contexte théorique et historique. Ces données restent tout de même assez alarmantes et elles nous amènent à questionner la formation des enseignants et des enseignantes. Estelle, selon vous, la formation d'enseignants ou d'enseignantes à l'égalité filles-garçons est-elle suffisante aujourd'hui ? Alors moi, je vais parler du cas que je connais, c'est sur Saint-Étienne en tout cas, et sur le fait que moi, je travaille depuis maintenant 10 ans, sur les écoles stéphanoises, et que c'est la première année qu'on me propose une formation intitulée « Égalité filles-garçons ». Et donc, dont j'ai eu une partie la semaine dernière.
d'1h30 et qui a été très focalisée notamment sur les questions liées aux mathématiques. Et à côté de ça, ce ne sont pas des formations qui sont proposées de manière obligatoire et de manière systématique à l'ensemble des professeurs. Donc moi, tout ce que j'ai pu lire ou tout ce que j'ai un peu appris, c'est surtout en lien avec des lectures qui sont plutôt personnelles, avec des réseaux de connaissances militants et militantes, et aussi au sein de l'ICEM, parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'ICEM sur ces questions-là, et notamment Sarah Sacton qui nous a permis aussi de pouvoir avoir accès à des lectures, à des chercheurs-chercheuses qui justement m'ont permis de plus ouvrir mon champ, parce que sinon sur la formation initiale, je peux dire que c'est très insuffisant. Merci. Dylan, est-ce que vous avez un avis là-dessus que vous pouvez nous partager ? Oui, les données issues de ma recherche vont exactement dans ce sens-là. En fait, il y a très peu d'enseignantes et d'enseignants parmi les 35 avec qui j'ai mené des entretiens et fait des observations qui ont eu une formation. À chaque fois que les enseignantes et les enseignants ont eu une formation, c'était une formation optionnelle, un choix parmi plusieurs formations, et les enseignantes et les enseignants ont choisi d'avoir cette formation-là parmi d'autres thématiques. En effet, là, depuis la rentrée de 2025, il y a maintenant le plan FIEMAT où toutes les enseignantes, tous les enseignants sont censés être formés. Mais sinon, avant ça, pour mon terrain à moi, c'était exactement comme vous l'avez dit, en fait, des lectures personnelles, du temps personnel, parce que les enseignantes et les enseignants, c'était une thématique qui leur parlait et qu'ils avaient envie de faire des recherches dessus et de se renseigner. Mais au niveau des formations, en effet, on peut dire que c'est très insatisfaisant, il y en a très peu. Et lorsqu'il y en a, c'est pas obligatoire. C'est quand même des personnes qui ont un certain attrait pour cette formation qui vont se diriger vers ce choix-là. Encore une fois, même si ça peut changer là depuis cette année avec le plan FIEMAT. Merci. Je pense que nos auditeurs vont être peut-être curieux à entendre l'avis du prof, en même temps psychologue, et François va nous parler. Je confirme un petit peu ce qui est dit là. Alors moi, je connais plus les formations petite enfance, donc je vais aussi éclairer, mais on est sur le même registre. Faut savoir que la formation des éducateurs de jeunes enfants, pour vous donner un petit exemple, c'était en termes de psychologie 100 heures de formation. Et sur les 100 heures de formation de psychologie, on parlait sur 80 heures du lien mère-enfant. Donc déjà, sur la manière finalement dont on appréhendait la question de la petite enfance, on l'appréhendait uniquement sur le registre de la diade mère-enfant, qui effectivement était censé finalement construire le développement normal de l'enfant. Donc il n'y avait que 20% sur le reste. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc ça veut dire que la question du genre n'était pas du tout abordée. Elle était abordée du côté de la psychologie avec finalement une représentation assez sexiste finalement du travail éducatif. Je peux le dire en tant que psycho là aujourd'hui. Et moi, c'est grâce à une formation sur le genre que j'ai pu faire un décalage finalement avec des représentations qui étaient qui reproduisaient finalement les inégalités de genre. Et du coup, ça a permis effectivement. Donc, j'ai effectivement introduit dans le cadre, quand j'étais formateur, la question du genre dans la formation des OJE. Et effectivement, ça a été aussi intéressant. Ça a permis d'ouvrir aussi le champ, de permettre aussi à des étudiants hommes qui étaient en minorité dans la formation, de pouvoir aussi s'identifier, d'essayer de comprendre aussi de leur place d'hommes minoritaires dans les formations de JE, de pouvoir construire aussi des représentations en lien avec les étudiantes femmes. Donc c'est aussi la question de la mixité qui est en jeu pour favoriser en fait la formation autour de ces questions du genre. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment encore pas mal de manques, autant dans la formation initiale que dans la formation continue. Donc selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour combler ces lacunes, que ce soit au niveau des politiques publiques ou même des formations professionnelles ? Estelle, encore par exemple. En fait, il faudrait, en tout cas au vu de comment ça se passe quand on est dans nos écoles et qu'on a... en fait, on est souvent quand même assez, pas isolé par établissement, mais quand même, il faut que en fait, ce soit des questionnements qui viennent directement frapper au cœur de nos établissements. Sinon, ça va être des formations qui vont peu parler aux collègues, par exemple. Et moi, je sais qu'il y a aussi eu cet engouement avec d'autres collègues qui ont fait qu'on a voulu prendre en charge la question des inégalités filles-garçons dans nos classes. Et je pense que si, en tout cas, nos inspecteurs ou alors les conseillers pédagogiques des différentes circonscriptions
construisaient des vrais modules en lien avec les équipes, avec des temps d'observation. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir chiffrer ce qui se passe dans nos classes, parce qu'on a vraiment, je le redis, on a vraiment quand même du mal à partir de... On ne peut pas juste se baser sur un ressenti. C'est intéressant de savoir exactement et puis de voir si, quand on met en place des choses, il y a vraiment des choses qui évoluent. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir du temps pour échanger, pour être observé, pour quantifier et ensuite pour échanger en équipe. Moi, là, par exemple, la formation que je viens de suivre, elle a été donnée sur l'ensemble des établissements du bassin stéphanois. Et en fait, on a très peu discuté finalement sur les vraies problématiques liées au genre qu'on avait dans nos établissements, parce qu'en plus d'un public à l'autre, d'un type d'établissement à l'autre, je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques. Et en fait, on base une formation sur quelque chose d'un peu flou, sans avoir vraiment le retour des équipes sur ce sur quoi ils auraient des besoins. Et je pense que déjà, si la formation, elle partait de là, du terrain. Donc nous, on nous a proposé des grilles d'observables. Là, pour cette année, du coup, par rapport à ce que tu disais sur la formation, pour savoir justement sur certains temps de classe, d'être capable de pouvoir... Donc ça, c'est intéressant parce qu'après... on a un temps d'échange et on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui finalement est commun à nos classes dans un même établissement et qu'est-ce qui va faire qu'on a envie de mettre en place tel ou tel dispositif pour que ça parle à l'ensemble de l'établissement. Déjà, je pense que si c'était un peu axé sur des établissements, sur des volontés des équipes, on aurait déjà aussi à gagner. Et rendre ça quelque chose de beaucoup plus concret, en fait. François, Dylan, qu'est-ce que vous en diriez, vous, des pistes de formation? Mais moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Une chose qu'on pourrait imaginer aussi pour rendre ça plus praticable, vous avez parlé tout à l'heure des référents et référentes établissements dans la convention de 2019-2024. En fait, ces référentes et référents, c'est uniquement dans les établissements du second degré, donc collège et lycée. C'est peut-être compliqué de mettre un référent dans chaque école du premier degré, mais on pourrait imaginer des référentes en circonscription. En tout cas, il y a certaines académies qui sont pionnières et qui ont mis ça déjà en place. Voilà, ça pourrait être quelque chose à généraliser pour avoir une personne ressource vers lesquelles les enseignantes et les enseignants pourraient se tourner pour rejoindre ce que disait Estelle précédemment. Je crois que là, il y a un enjeu de formation qui est, à mon avis, très, très important. Il faut peut-être changer la formation des enseignants, en fait. Moi, j'ai envie d'insister sur, et on l'évoquait un petit peu, Estelle l'évoquait un petit peu tout à l'heure, sur partir des éléments concrets de ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est aussi à partir de problématiques concrètes que les enseignants arrivent progressivement à identifier ce qu'ils mettent en place, qui est souvent des choses inconscientes, qui sont incorporées finalement dans leur représentation, dans leur socialisation, et que donc du coup partir des éléments du terrain, c'est indispensable pour après arriver en fait à décrypter ces stéréotypes. Alors moi j'ai beaucoup travaillé avec la vidéo, c'est-à-dire que il y avait des séquences en crèche qui étaient filmées sur la vie quotidienne en crèche, et après on faisait un travail d'autoconfrontation croisée, c'est-à-dire que on montrait en fait aux professionnels ce qui se passait, et du coup ça permettait après dans une dynamique collective de pouvoir identifier vraiment ce qu'on mettait en place dans la construction de ces inégalités. Donc du coup, voilà, ça veut dire c'est des dispositifs longs, c'est des dispositifs qui nécessitent du temps. Je ne sais pas si la formation a du temps à consacrer à ces dispositifs-là, mais je pense que travailler sur la question du genre, c'est travailler sur du long cours et travailler à partir de la logique de participation, à partir finalement des éléments concrets que peuvent nous donner en fait les enseignants. Également, donc on parlait d'actions concrètes. Estelle, tout à l'heure, vous parliez de travail en petits groupes que vous mettiez en place. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur comment est-ce que vous arrivez à intégrer cette dimension d'éducation à l'égalité concrètement dans vos pratiques pédagogiques? Alors, du coup, dans la classe, en général, moi, j'ai toujours des temps où ce sont les enfants qui font des présentations. Donc déjà, tous les enfants, moi je les garde 3 années. C'est aussi ce qu'on met en place nous dans notre école, c'est qu'on trouve intéressant de garder les enfants sur plusieurs années pour justement, parce que comme vous le dites, je pense que c'est une construction longue.
longues. Enfin, dans l'éducation, il y a plein de choses qui prennent du temps et c'est intéressant de garder les mêmes enfants pour justement avoir des points d'appui pour la suite, que ce soit pas forcément un enseignant différent qui intervienne l'année d'après où on a l'impression de revenir en arrière par rapport à des connaissances sur les enfants. Et du coup, moi, sur ces 3 années-là, par exemple, je sais que tous les enfants, à un moment, vont présenter des choses, vont montrer, à voir aux autres enfants ce qu'ils vont avoir créé, ce qu'ils vont avoir inventé, ce qu'ils ont envie de partager. Ensuite, moi, pour vraiment parler du cas d'études avec Sarah Sacton, c'est que dans la pédagogie Freinet, il y a quand même un espace qui est très important, c'est le conseil de classe. Donc le conseil de classe, c'est un conseil que je fais de manière, tous les jours. On se réunit une 20aine de minutes et où on parle de ce qui se passe dans la classe, autant dans nos réussites que dans nos échecs, et aussi dans les projets qu'on a envie de mener tous ensemble. Et lors de ces temps-là, en fait, donc c'est pour nous un espace quand même assez démocratique dans la classe, puisqu'on décide aussi de ce qu'on fait, de l'argent de l'école, tous ensemble. Et dans cet espace démocratique, en fait, on s'est rendu compte, grâce à Sarah, qu'en fait, effectivement, il y avait beaucoup plus de garçons qui prenaient la place en faisant des interventions soit plus régulières, soit beaucoup plus longues. Et que du coup, il y avait des filles, en proportion des filles qui parlaient moins que les garçons. Et du coup, on s'est basé sur ça pour du coup intégrer les enfants au processus en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui permettent à ce que chacun, et notamment filles-garçons, mais aussi des enfants qui vont être des petits parleurs ou petites parleuses, qui vont pouvoir prendre plus de place. Donc on a juste envisagé, je dis juste parce qu'en fait c'est marrant parce que en fait on a juste permis que les enfants ne parlent que 3 fois pendant le temps de conseil de classe. Donc c'est-à-dire qu'on avait en gros un trombinoscope et à chaque fois que quelqu'un prenait la parole, on notait qui prenait la parole. Et en plus, on regardait à la fin, du coup, qui avait pris la parole, combien de fois, etc. Et on a pu voir qu'effectivement, en le faisant sur du très long terme, en fait, ça rééquilibrait et ça permettait à des enfants qui ne parlaient pas du tout au début aussi de venir parler et de se sentir, de sentir qu'ils avaient la place de le faire. Donc du coup, moi, par exemple, ça, je l'ai gardé depuis la recherche-action qu'on a faite, c'est-à-dire que effectivement, on a peut-être des petits garçons qui se sentent restreints dans leur prise de parole, mais par contre, ils font des interventions qui vont juste calculer, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, là, peut-être que j'ai pas besoin de dire juste que je suis d'accord et que donc ils vont juste calculer le moment où ils vont parler, mais ce qui est pas négatif pour moi sur leur prise de parole. Je ne les empêche pas de parler. Par contre, je permets aux autres d'avoir une autre place, et notamment les filles, pour donner mon avis et avoir le temps de le donner. Donc moi, ça, par exemple, c'est un des cas très concrets de la recherche-action et que j'ai gardé et remis en place dès l'année suivante. Merci beaucoup pour vos réponses. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de théorie, de chiffres, un peu de vos pratiques aussi. Mais qu'est-ce qu'il en est de la perception de ces inégalités par les principaux concernés ? On va faire une petite pause dans la discussion pour aller prendre le pouls directement auprès de ceux qui sont au cœur du système. Brahim et Axel de notre équipe terrain sont allés questionner des étudiants sur leur représentation des inégalités hommes-femmes. On écoute. Et vous, qu'en pensez-vous ? On a posé la question. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est avoir les mêmes chances, avoir accès aux mêmes services, être égaux en droit, mais aussi l'accès aux métiers, etc. Être traité de la même façon, comme s'il n'y avait pas de différence entre les sexes. Un élément qui m'a apparu, c'est celui dans la sphère domestique aussi, que les femmes et les hommes jouent le même rôle, notamment dans l'éducation de leurs enfants et dans le partage des tâches ménagères, ce genre de choses. C'est avoir accès aux mêmes droits, être reconnu de la même façon par la société civile ou le monde de l'entreprise notamment, il y a beaucoup encore d'inégalités. Et pouvoir bénéficier effectivement des mêmes traitements, quelles que soient les conditions et les lieux où ça se passe. Je dirais que ça représente le fait que les deux sexes, hommes et femmes, puissent exercer et vivre aussi librement dans tous les aspects du quotidien. Pour moi, c'est simple, c'est une notion qui implique que les femmes et les hommes puissent avoir
les mêmes chances d'accès, que ce soit au métier, au sport, à tous ces domaines-là. Selon moi, ce serait casser les codes, du coup, pour les métiers dits d'hommes et les métiers dits de femmes. Ce serait qu'on soit tous mis sur un pied d'égalité, qu'on ait tous les mêmes droits, les mêmes libertés, et qu'il n'y ait pas de question de jugement par rapport à notre sexe. Dans quel domaine voyez-vous le plus d'inégalités entre les hommes et les femmes ? Dans le monde professionnel, je pense. De toute façon, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes de partout, tout le temps. Mais les hommes sont souvent plus privilégiés, mais surtout dans le monde professionnel. Je dirais pareil, dans le monde du travail, déjà juste avec les salaires qui sont beaucoup plus élevés pour les hommes que pour les femmes alors qu'elles exercent la même fonction. Et après, pareil, au niveau de tout ce qui est du traitement des femmes dans les entreprises ou autres, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Ce qui me vient rapidement à l'esprit est la politique. Bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment en ce moment un lieu où il fait bon être. Et ensuite, probablement... dans l'entreprise, je pense que ça s'améliore quand même, considérablement. L'éducation, je dirais que c'est peut-être le lieu où l'égalité homme-femme est la plus visible. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Voilà. Et puis peut-être dans certains métiers, des branches, je pense à l'industrie, à certains métiers qui sont encore très masculins et pas encore assez féminins, sans en nommer en particulier. Voilà. Face aux perceptions que nous venons d'entendre, comment vos actions actuelles ou les pratiques que vous préconisez permettent de réduire l'impact de ces inégalités pendant la scolarité et la formation ? Chers invités, la parole est libre, chacun peut en parler. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Effectivement, il y a beaucoup de centration sur la question du monde professionnel et effectivement, j'adhère complètement à ça. Après, la question quand même qu'on peut se poser pour d'autres types de métiers, c'est-à-dire des métiers qui sont de l'humain. Et je pense que quand on se destine à être enseignant, on est dans le travail de l'humain. Comment est-ce qu'on peut penser que finalement les personnes qui nous sont les plus chères, c'est-à-dire nos jeunes enfants et nos vieux parents, ce sont les personnes qui s'en occupent sont des personnes qui sont surtout des femmes, qui sont souvent issues de nos colonies, qui sont aussi peu valorisées socialement. Donc, c'est aussi la question de en quoi finalement les métiers qui sont les plus importants. On l'a vu pendant le temps du confinement et ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, on applaudissait les infirmières à 20h. Mais c'est pas tant la question de les applaudir qui est important. C'est aussi comment on peut reconstruire le travail et repenser finalement ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous en tout cas éducateurs, c'est aussi la question de l'humain. Et du coup, il y a quelque chose un peu à retravailler aussi, et que plus on s'occupera du care, plus on s'occupera des enfants, parce que finalement la question on se rend compte aussi, je pense, que plus on monte dans l'école, et plus ce sont des hommes qui sont là. Je crois que c'est un peu ça. Mais du coup, ça, c'est à mon avis un enjeu important pour essayer de repenser ce qui est important dans l'éducation. Merci. On va demander à Dylan de vous compléter si il en pense quelque chose. Oui, dans ce qu'on a entendu dans les extraits avant les questions posées, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu en disant qu'il y avait en effet des métiers où il y avait beaucoup plus d'hommes, des métiers où il y avait beaucoup plus de femmes. C'est très vrai, mais c'est pas le seul indicateur. Je pense notamment aux travaux de Gilles Combas, par exemple, qui s'est intéressé aux inspecteurs et aux inspectrices de l'éducation nationale, où là, pour le coup, c'est quasiment à 50-50, sauf qu'en fait, quand on regarde les parcours, les hommes y accèdent beaucoup plus rapidement que les femmes. Donc il y a effectivement l'indicateur du nombre brut, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, mais ce n'est pas la seule chose. Derrière, il y a encore d'autres inégalités, où comme vous le disiez, par exemple sur les écoles et les écoles maternelles, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais la proportion, ce n'est pas la même pour les directions d'écoles maternelles. Il y a plus d'hommes directeurs d'écoles maternelles que ce qu'il y a d'hommes en fait, dans les écoles maternelles. Donc voilà, il y a ça aussi qui peut être important à prendre en compte. Ok, merci. C'est plus facile de monter l'escalator de verre pour les hommes que pour les femmes. Estelle, est-ce que vous y voyez un autre facteur ou un autre indice Là, je voulais rebondir sur le travail sexué. Et moi, du coup, alors même si on voit quand même qu'il y a effectivement
Déjà, dès la primaire, on peut voir par exemple que des petites filles vont en tout cas avoir le sentiment d'être mauvaises, par exemple en maths, typiquement. En fait, on voit quand même qu'à l'école primaire encore, on n'a pas la notion d'orientation. D'orientation dans le choix des disciplines qu'on va privilégier. Mais qu'effectivement, comme on est quand même dans un monde où le travail est plutôt sexué, on va voir que les orientations, elles vont se sexuer aussi. Alors quand même qu'à l'école primaire, comme on n'a pas quand même encore trop le fait de choisir une orientation, etc., quand même, on voit que dans l'ensemble des classes, je ne pourrais pas dire, par exemple, que dans mon école, les petits garçons sont meilleurs que les petites filles, parce qu'en fait, comme on n'est pas dans des filières et qu'on a toutes les disciplines, disons que ça se voit moins. Par contre, quand on voit après, au collège et notamment au lycée et sur les études universitaires, effectivement, là, c'est là où vraiment les orientations, elles vont être beaucoup plus sexuées. Je vous remercie. Avec tout ça, on a pu voir que les inégalités peuvent se construire et se jouer à l'école. Dans la perception des étudiants, les conséquences de ces inégalités sont nombreuses. Rappelons que les inégalités prennent leur source dans la représentation sociale. Et celles-ci, elles sont largement véhiculées par la culture. Je pense qu'on est d'accord. En dehors de l'école, parmi les éléments qui façonnent l'imaginaire des enfants, l'histoire avec laquelle ils grandissent occupe un grand espace. C'est ce que va nous décortiquer Naïla dans son billet « La fabrique des rôles ». Si je vous demande de penser à Disney, vous voyez quoi ? Probablement des princesses, des contes romantiques, des beaux princes. Mais derrière, il y a toute une culture qui peut transmettre des inégalités de genre. Oui, lorsqu'on parle d'éducation à l'égalité des sexes, les films Disney qu'on a toutes et tous déjà regardés sont un bon miroir de l'évolution des mentalités. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent des millions d'enfants à travers le monde et façonnent parfois sans s'en rendre compte leur vision des rôles féminins et masculins. Tout commence dans les années 40, avec Blanche-Neige ou Cendrillon. C'est Disney qu'on connaît toutes et tous, où les princesses sont douces, belles, dociles et patientent bien sagement en attendant qu'un prince vienne les sauver. C'est un peu leur CV. Leur destin, il repose entièrement sur l'amour. Ce sont des personnages presque passifs, presque figés, qui se contentent de faire le ménage, chanter ou préparer à manger. Bref, elles incarnent les normes genrées traditionnelles de l'époque. La femme au foyer, belle, gentille, mais dépendante. Et les princes, dans tout ça, ils sont souvent des sauveurs, forts, courageux. Mais au fond, on ne sait rien d'eux. Pas de personnalité, pas de doute, juste une mâchoire carrée et un cheval blanc. Eux aussi sont enfermés dans un rôle figé, celui de l'homme puissant et protecteur. En fait, ces Disney reflètent la société patriarcale du milieu du XXe siècle. Mais après plusieurs décennies, Disney change de cap. Dans les années 90, un tournant s'opère. Les princesses deviennent plus actives, plus indépendantes et surtout, elles prennent leur destin en main. Les premières héroïnes rebelles apparaissent. Prenons Mulan, par exemple. C'est une jeune femme qui se fait passer pour un homme afin de sauver son père et combattre à la guerre. Elle défie les codes, affronte les dangers et prouve qu'elle aussi est capable, voire plus, que les hommes qui l'entourent. Autre exemple, La princesse et la grenouille. Tiana ne rêve pas d'un château ou d'un prince, mais de monter son propre restaurant. Travailleuse, ambitieuse, déterminée, elle incarne un nouveau modèle de féminité, centré sur l'autonomie et la persévérance. L'amour n'est plus le moteur principal de l'intrigue. Le personnage féminin existe pour autre chose que son prince, avec ses envies, ses choix, ses ambitions. Et ce n'est pas tout. Ces dernières années, des personnages comme Elsa ou Vaiana vont encore plus loin. Elles refusent le mariage, ne cherchent pas l'amour romantique et se lancent dans une quête personnelle à la recherche de leurs identités ou de leur mission. L'amour existe, oui, mais il devient fraternel, amical ou même tourné vers soi. Le message est clair. On peut être une héroïne sans prince. Et les hommes dans ces nouveaux Disney, eux aussi évoluent. Ils ne sont plus toujours forts, invincibles ou leaders. Christophe, dans La Reine des Neiges, par exemple, accepte de rester en retrait et soutient Elsa ou Anna sans chercher à les diriger. Il montre aussi ses émotions, ses doutes, sa tendresse. Ce sont des qualités autrefois peu valorisées chez les personnages masculins et qui participent, elles aussi, à une éducation plus égalitaire. Ces dessins animés rencontrent un immense succès. Plus de 5 millions d'entrées en France pour Mulan, par exemple.
Il participe à une prise de conscience collective. Les filles ne doivent plus être cantonnées à des rôles passifs et les garçons à des rôles dominants. On éduque aussi à l'égalité des sexes à travers les modèles culturels que l'on propose aux enfants. Car, on le sait, les enfants apprennent souvent par imitation, voire mimétisme. Les personnages qu'ils admirent à l'écran deviennent des repères, des exemples, parfois même des rêves à poursuivre. Bref, montrer des héroïnes courageuses, des héros sensibles, c'est offrir à chaque enfant la possibilité de s'identifier librement, sans contrainte liée à son genre. Aujourd'hui, Disney a la responsabilité de participer à une éducation plus égalitaire. Alors la prochaine fois que vous regardez un Disney, demandez-vous, quel modèle de société nous montre-t-on ? Merci beaucoup Naïla pour cette analyse qui nous rappelle que l'éducation au genre, elle ne s'arrête jamais aux portes de l'école. Est-ce que, chers invités, vous diriez que ces évolutions culturelles ont un impact concret sur vos pratiques ? Peut-être dans cet aspect les filles qui veulent être des princesses, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez moins qu'avant ? Estelle ou François, par exemple Alors, moi, je ne vais pas trop parler de ce que je vois dans les Disney, parce que je ne suis pas une très grande fervente de regarder des dessins animés, j'avoue. Par contre, dans la littérature enfantine, dans la littérature de jeunesse, c'est vrai qu'on voit exploser maintenant des livres avec effectivement des personnages principaux qui sont des petites filles, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même effectivement que ce soit pas toujours lié au modèle, à l'amour, et justement à effectivement comment moi je me sens et à pouvoir parler de ses émotions et à pouvoir aussi exprimer pour chaque sexe, en fait, finalement, des émotions qui sont finalement partagées par tous et non pas attribuées à un sexe ou à un autre. Et ça, justement, moi, j'aime beaucoup le faire, par exemple, en débat philosophique ou quand on discute avec les enfants, justement, avec des discussions comme ça, c'est de voir et pointer surtout du doigt qu'en fait, effectivement, on peut aussi ne pas genrer les choses, ne pas genrer des adjectifs qu'on donnait à des filles ou à des garçons, mais juste se dire on peut parler de nos émotions et voir que finalement on est tous emprunts à pouvoir vivre le même type d'émotion, qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon. Et c'est vrai que la littérature de jeunesse, pour le coup, a beaucoup évolué. Alors par rapport au Disney, certainement, mais... voilà, après, moi j'ai quand même une question qui me taraude parce que du coup, on parlait des Disney, mais moi je me disais, moi qui vis un peu avec des ados maintenant, je me dis quand même que je vois que ce qui se passe, notamment sur les personnes qui peuvent suivre sur les réseaux sociaux et tout ça, moi je trouve pas que ça véhicule des choses qui soient très égalitaires entre les femmes et les hommes. Et du coup, ça me questionne beaucoup plus que ce que véhiculent les dessins animés sur les enfants qui sont sur le plus jeune âge. J'ai pas de réponse, mais tout ce que je vois, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on essaye de faire ça sur la petite enfance et qu'en fait, arrivé à l'adolescence, parce qu'on sait que c'est quand même un moment assez particulier dans la construction identitaire, etc., on voit quand même que en tout cas moi, pour en côtoyer des adolescentes qui vont du coup s'identifier très fortement à une femme qui va bien se coiffer, qui va bien se tenir, qui va bien manger, etc. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, les réseaux sociaux avec les youtubeurs, les youtubeuses. Et moi, par contre, maintenant, les élèves de mon âge commencent déjà à regarder et je vois que ça véhicule pas tout à fait le même type de discours égalitaire que ce que tu as pu développer là juste avant. Et on a compris que les inégalités se construisent tôt. Pensez-vous que dans la déconstruction des clichés, le rôle de ces modèles culturels dont on parlait tout à l'heure est aujourd'hui a un impact aussi important que le rôle de l'école elle-même ? Pensons peut-être aux films, aux séries, aux livres, comme Estelle en parlait, aux dessins animés, si peut-être vous avez des exemples à nous donner qui... Je pense, moi, je repense à ce que disait Estelle tout à l'heure. Je pense que peut-être les deux sont imbriqués et au final, si on parle des livres pour enfants, vu qu'ils sont utilisés par les professeurs eux-mêmes dans leur pratique, ça participe à la déconstruction des stéréotypes tout autant. Mais est-ce que c'est peut-être une demande des professeurs ou
C'est vrai que j'ai un exemple qui me vient en tête quand vous dites ça, d'une enseignante qui avait pas mal d'années d'expérience du coup, et lorsqu'on a discuté pendant l'entretien, qui m'a dit qu'au début de sa carrière, elle avait un livre où les garçons étaient représentés par des petits ronds bleus et les filles par des petits ronds roses. Et en fait, elle, c'est pas forcément une personne qui est nécessairement intéressée par l'égalité des sexes, etc. Mais vu là où elle travaille et vu les parents, les réflexions qu'il y a eu, elle m'a dit « je peux plus utiliser ce livre ». Donc elle, on avait l'impression que ça lui coûtait, mais il y a quand même eu cette évolution, en fait, je dirais, de la société et en tout cas autour d'elle, des parents de ses élèves qui lui ont fait prendre conscience de ça. Je suis pas sûr qu'elle soit convaincue qu'il fallait arrêter d'utiliser ce livre, mais en tout cas, elle a arrêté de l'utiliser parce qu'en effet, il y avait les mentalités qui ont changé sur certains points, quoi, qu'on lui a fait des remarques qu'elle n'avait pas au début de sa carrière. Dans le champ de la petite enfance, dans les crèches, on parle de littérature jeunesse. Il y a aussi des tas de livres qui mettent en scène en fait cette question des stéréotypes. Donc ça fait partie, j'ai envie de dire, de notre culture en fait. Après la question de ces stéréotypes, de ces contre-stéréotypes, ça demande aussi d'avoir un peu un regard un petit peu en écart, parce que finalement les représentations, c'est normal en fait, c'est normal d'avoir des représentations. Les représentations, ça nous construit. Après, c'est la question de la valence qu'on va donner en fait à tel ou tel comportement, c'est-à-dire la question de la hiérarchie en fait. Parce qu'effectivement, qu'une femme puisse s'occuper de son enfant, c'est très bien, voilà, et c'est pas ça qu'on va remettre en question, mais on va remettre en question le fait que ça soit en fait une obligation pour elle en fait. Donc, moi, j'invite aussi à se dire que les représentations, ça fait partie, donc on peut pas travailler sur, on peut pas changer les représentations, mais c'est la valeur qu'on va donner à tel ou tel comportement. Et c'est là où, effectivement, où il faut qu'on puisse travailler. Je voulais dire quelque chose en écho avec ce que disait tout à l'heure Estelle sur les petits groupes et sur le type d'activité qu'on peut mettre en place. Dans les crèches, on a aussi des temps de regroupement en petits groupes où on demande à chacun de pouvoir se présenter. C'est pas encore le moment où on voit du coup des différences entre les filles et les garçons. Par contre, ce que nous, on observe, c'est qu'effectivement, les garçons prennent beaucoup de place, et ils prennent beaucoup de place autour de la notion de la discipline. Et qu'on sait bien qu'à l'école, après, ça se rejoue aussi sur la question de la discipline, c'est-à-dire finalement l'idée de comment tenir la classe. Et donc, en crèche, on essaye de pouvoir construire des activités parfois en groupe mixte, mais parfois aussi en groupe non mixte. C'est-à-dire permettre, par exemple, à des petits garçons de pouvoir changer les poupons, de pouvoir faire des activités qui sont plus des activités de care. Ça permet de construire des représentations pour ces petits garçons qui sont plus en lien avec des éléments de douceur qui ne sont pas finalement construits dans leur représentation initiale. Et de la même manière, parfois, on prend un groupe de filles et on travaille spécifiquement des parcours moteurs pour les confronter aussi à d'autres types de compétences. Donc ça demande toujours en fait de savoir quel objectif on peut avoir quand on met en place des choses pour faciliter et favoriser l'égalité. Alors peut-être juste pour rebondir sur la question sur la place de l'école, en fait, toi tu l'as un petit peu dit aussi, je pense qu'il y a une part aussi de la famille et du travail qu'il y a à faire avec les parents justement sur l'explicitation des choix qu'on peut faire, nous notamment à l'école. Et je trouve que en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que des parents puissent venir nous dire en fait là pourquoi vous gardez ce livre en fait, pourquoi vous gardez ce livre avec un point bleu et un point rouge et un point rose, et pourquoi ça me pose problème, et pourquoi moi ça me pose pas de problème, parce que comme tu l'as dit, je pense que des fois aussi on peut aussi utiliser la représentation comme elle est, parce que ça permet aussi à certains de pouvoir avoir un modèle d'identification, mais par contre après il faut être capable aussi de pouvoir accompagner des changements, parce que c'est quand même, pour qu'un système change, ça dure pas une année, hein, c'est très très long. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ces échanges-là avec les familles, et qu'on a quand même peu le temps d'avoir, ou même avec les différentes structures avec lesquelles on travaille. Moi, je sais très bien qu'avec le périscolaire actuellement de l'école, on a très peu d'échanges sur quel type de jeu ils vont proposer aux enfants, alors que nous, sur l'école, ça a déjà été un travail.
et qu'on a une certaine vision de comment les enfants interagissent les uns sur les autres sur une cour de récréation. Donc c'est un peu dommage, c'est que en fait c'est d'essayer de se mettre tous ensemble pour pouvoir en discuter, mais du coup je pense que l'école n'a pas qu'un rôle, n'est pas l'endroit central pour parler de ces questions-là. Par contre, c'est un lieu où justement on peut rencontrer différents acteurs, et notamment aussi les familles, sur ces constructions de genre, sur ces constructions d'identité. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas le temps de se regrouper justement pour vraiment parler de ces questions-là. Chers auditeurs, après avoir exploré les représentations culturelles avec Naïla et après avoir entendu les avis portés par les acteurs que nous avons invités, nous vous proposons maintenant de plonger dans les expériences plus concrètes. Dans cette rubrique Voix du terrain, notre équipe est allée à la rencontre de professionnels de la petite enfance, de l'éducation et de la formation. En 3 minutes, nous allons entendre leurs témoignages, leurs réflexions et les outils qu'ils utilisent pour promouvoir l'égalité entre filles et garçons. Et écoutons-les. Focus. Focus sur. Alors, dans un but qui est propre aux recherches-actions, donc c'est-à-dire de transformation des pratiques, de production des savoirs et de développement professionnel, j'ai conduit une recherche-action avec 3 enseignantes en pédagogie Freinet qui appartiennent à une même école. Et dans ces méthodes, l'objectif, c'est de répondre à un problème de terrain qui est rencontré par les praticiens et les praticiennes. Nous, on s'est centré sur l'inégale participation des filles et des garçons durant un dispositif pédagogique qui relève de la pédagogie Freinet. Durant le conseil, il y avait des premières observations qui avaient montré que les garçons occupaient plus l'espace sonore que les filles, et c'est d'ailleurs ce que corroboraient les résultats de la recherche en éducation sur les interactions entre filles et garçons. Alors, la toile de l'égalité, c'est un outil de formation pour les enseignantes qu'a conceptualisé Isabelle Collet sur la base de la théorie de la pédagogie de l'égalité qu'elle développe. Alors pour cela, elle s'inspire des théories critiques comme la pédagogie de Freire ou les pédagogies féministes au Canada comme celle de Claudie Solar. Sur les actions de prévention qui concernent les politiques de l'égalité, eh bien, par exemple, on a lancé depuis un petit peu plus d'1 an un réseau d'étudiants veilleurs. Alors, le réseau d'étudiants veilleurs, ce sont des étudiants relais, un petit peu comme les étudiants relais santé. Le maillon qui nous manquait entre, on va dire, la mission égalité et les étudiants. Voilà, donc ils font le relais. Alors, ce réseau d'étudiants veilleurs fait l'objet de politiques de formation, puisque pour devenir étudiant veilleur, il faut suivre 2 formations. Une formation à la santé mentale, qu'on appelle le PSSM, et puis une autre formation en intervention de prévention en milieu festif. Le référent égalité ou la référente égalité filles-garçons, donc il peut mener une variété d'actions. Parmi les actions qui sont possibles, donc nous, ce qu'on avait mené avec ma collègue dans mon précédent lycée, c'est qu'on avait voulu se conformer au cadre de la loi. Donc on avait commencé à organiser des ateliers de sensibilisation à ces questions d'égalité filles-garçons. Des ateliers qui étaient assurés par une association qui s'appelle le CRIPS, Île-de-France, où en fait il y a des intervenants qui sont formés aux questions d'égalité et de discrimination et qui venaient faire des ateliers de discussion pendant à peu près 3 heures, une fois par an, avec les élèves. Ces témoignages, ils nous montrent bien une chose, c'est que l'engagement, il existe, que ce soit une recherche-action Freinet, une cellule d'alerte étudiante, un club au collège, ou encore d'autres dispositifs dont on n'a malheureusement pas le temps de parler. Mais si on prend de la hauteur sur les dispositifs institutionnels, Estelle, Dylan, François, au regard de vos expériences, est-ce que vous avez l'impression que la mise en place de référents et référentes égalité, comme Marlène Littenberg que nous avons entendu dans le reportage, est aujourd'hui une réalité dans une majorité d'établissements ? Et est-ce que, selon vous, les incitations de l'éducation nationale suffisent à mobiliser tout le corps enseignant ?
Alors, pour répondre, dans le cadre de ma thèse, j'ai aussi mené des entretiens avec des chargés de mission académique égalité filles-garçons. Et en fait, ces personnes-là font le relais avec les référentes et référents établissements du second degré. Au moment où j'ai fait ces entretiens, c'était le tout début, le lancement des référentes et référents égalité. Normalement, il doit y en avoir dans tous les établissements du second degré. Une problématique que les chargés de mission ont pu rencontrer, c'est en fait que certains établissements ont mis un nom parce qu'il fallait un référent ou référente égalité, mais que derrière ce nom, il n'y avait pas nécessairement d'action qui était mise en place. Ça a sûrement, j'espère, évolué depuis, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a en tout cas un référent ou une référente dans chaque établissement sur le papier que derrière il y a des actions qui sont mises en œuvre. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'on dit depuis le début. Ça dépend en fait vraiment des personnes et de l'engagement et du temps qu'elles veulent y consacrer. Il y a beaucoup de référentes et de référents qui rencontraient le problème de on vous donne cette tâche en plus, mais il n'y a pas de temps de décharge, il n'y a pas de rémunération en plus, il n'y a pas forcément de formation, enfin voilà, on vous fait ce cadeau et derrière débrouillez-vous avec ça. Donc ça demande encore une fois du temps personnel et de prendre du temps sur sa vie personnelle pour s'investir, pour mener des actions qui vont dans ce sens-là. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation. De toute façon, il y a des grandes choses qui sont dites et développées et on essaye de créer du coup des référents, mais derrière on n'a ni le personnel humain ni l'argent à mettre dedans. Donc c'est une sorte de vitrine et de façade. Ça c'est mon avis, hein, voilà. Et du coup en fait, même nous, parce que je me dis on venait tous, les écoles primaires, on est tous rattachés quand même à un établissement du second degré. Et effectivement, moi, sur mon réseau, par exemple, j'ai jamais entendu parler d'un référent comme il a été cité là dans l'extrait. Dans la petite enfance, on n'a jamais vu le référent égalité. Alors, ça pose d'autres questions. C'est-à-dire, à partir de quand on est dans l'éducation? Est-ce que c'est à 3 ans? Est-ce que c'est à 6 ans? Est-ce que c'est à 0? Voilà, donc le référent égalité, il peut aussi s'occuper des crèches, venir voir ce qui se passe. Merci à vous tous. Tout à l'heure, Vito Avariolo témoignait de la mise en place des étudiants veilleurs à l'université. Est-ce que vous pensez que ces cellules d'alerte dédiées soient la solution la plus pertinente face aux résurgences de ces problèmes d'harcèlement ou de discrimination? Vous pensez que ça soit une vraie solution? Alors, est-ce que vous pourriez juste développer un peu ce que c'est que ces veilleurs? Ce sont des veilleurs. Donc, oui. J'ai pas. Oui, en fait, là, il parlait. Vous voyez, quand il y a les résidences universitaires et que c'est tout un campus où les étudiants vivent ensemble, et parfois on met ces référents, ces étudiants qui sont veilleurs dans la résidence, mais qui sont les pairs de ceux qui vivent des résidents. Et ces étudiants qu'on forme sur les questions de l'inégalité, par exemple. Est-ce que vous pensez que ça soit une solution qui nous aide à prévenir ou à gérer les discriminations liées au genre? Ce qui me rassure, c'est que vous me disiez former, parce que bon, ça fait toujours en lien avec des espaces qu'on peut mettre dits safe sur des gros événements, par exemple, quand on parle de violences sexistes et sexuelles qu'on peut trouver en soirée, etc. Moi, je suis pas du tout contre ni rien, mais à partir du moment où effectivement les gens qui accueillent la parole des personnes et qui vont être amenés à entendre des gens qui sont discriminés, etc., soient formés. Et moi, en l'occurrence, par exemple, je me sentirais pas formée. Mais ce qui me rassure, c'est que vous me dites que les étudiants sont formés à entendre peut-être, j'imagine, des moments de détresse liés à des temps de discrimination. Donc déjà, ça, c'est assez rassurant. Après, moi, je sais pas... Enfin, j'ai jamais vu fonctionner ça, donc j'ai pas trop de recul là-dessus. Mais si déjà, c'est des gens qui sont formés, pourquoi pas? Pour finir sur ce tour d'horizon des actions, alors,
Marlène Nightenberg a évoqué l'importance de l'engagement global. Au-delà du rôle de l'école ou des institutions pour accompagner toujours ces efforts fournis par l'éducation nationale, quelle est, selon vous, nos invités, la tâche principale qui incombe à chaque adulte au sein de la famille? François, vous en parliez déjà tout à l'heure, l'investissement plus important des pères. Oui, alors conclure sur cette question-là, ce serait il y aurait beaucoup à dire. Alors avant de parler de la question des pères et peut-être de manière globale, moi j'ai envie de dire que le rôle des adultes par rapport à la question de l'égalité, c'est d'abord un rôle qui est en lien finalement avec une obligation légale, hein, parce que on a un peu insisté là-dessus sur les différentes circulaires, mais il y a une obligation légale de travailler sur cette question de l'égalité, et ça depuis finalement la Convention internationale des droits de l'enfant, hein. Donc du coup c'est pas d'hier. Il y a une dimension et un rôle finalement démocratique et travailler dans la famille sur cette question de la démocratie entre les enfants, entre les parents et les enfants, ça me semble tout à fait important. Et puis un enjeu de responsabilité éducative et on est tous responsables de ces questions-là. Donc je vois ce rôle-là au niveau légal, au niveau d'un enjeu démocratique et au niveau d'une responsabilité pour chacun, pour les parents, mais pour les enseignants et pour les éducateurs. Écoutez, enfin, pour changer de ton et finir sur une note un petit peu plus légère, moi je vous propose de passer à la vie sans filtre, la chronique où Radia nous fait voyager dans un monde parallèle. On dit souvent que les métiers n'ont pas de sexe. Oui, en théorie. Mais dans la pratique, dès qu'on change un peu les rôles, tout le monde panique. Par exemple, imaginez un garage tenu uniquement par des femmes. Vous entrez, elles portent des combinaisons, des gants, elles ont de la graisse sur les mains. Et là, le client demande « Vous êtes sûr que vous savez changer une roue ?»« Non, monsieur. Mais vous faire payer 800 € comme dans les garages d'hommes, ça, il n'y a pas de problème. » Inversement, imaginez une maternité tenue uniquement par des hommes. « Bonjour madame, je suis Kevin, votre sage-homme. Respirez bien, j'ai vu toutes les saisons de Baby Boom, je suis prêt. » Non mais parce qu'il faut le dire, les gens sont pour l'égalité tant que ça reste chez les autres. Une femme pompier, oh bravo, quelle force. Un homme auxiliaire de puériculture, ah, il a raté le concours de pompier. Et c'est pareil à l'école. Une prof de maths, c'est cool, elle est intelligente. Un prof de maternelle, tout le monde vérifie 2 fois son casier judiciaire. C'est fou, on est en 2025 et on a encore des réflexes datés. Genre une femme mécanicienne, c'est un ovni, mais un homme qui se maquille, c'est une expérience sociale. Et pourtant, l'inversion marche dans les deux sens. Une femme PDG, on la trouve froide et autoritaire, et un homme infirmier, on le félicite comme s'il avait adopté Stichio. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'on associe encore la compétence à un genre. Une femme qui répare une voiture, ça étonne. Un homme qui change des couches, ça émeut. Mais au fond, qu'est-ce qu'on veut tous ? Que le boulot soit bien fait, que la voiture roule et que le bébé dorme. Et surtout qu'on arrête de penser qu'une clé à molette a plus de légitimité qu'un biberon. Et en fait, si tout ça existe, c'est pas un mystère. C'est la socialisation genrée qui commence dès la maternelle. Les filles grandissent en pensant qu'elles doivent mériter leur place et les garçons grandissent en pensant qu'ils ont déjà une place réservée. Et heureusement, il y a des profs qui essayent de changer ça, ceux qui laissent les garçons pleurer et les filles bricoler. Heureusement, il reste des profs qui savent que l'égalité, c'est pas qu'un PowerPoint de MC une fois par an, c'est un sport d'endurance. Parce qu'au fond, l'égalité des genres, c'est un peu comme la vidange. Tout le monde dit qu'il faut la faire régulièrement, mais personne s'en occupe vraiment. Merci beaucoup, Radia, pour cette chronique. En débat, quand on parle d'égalité d'orientation ou d'autres questions en genre, on entend souvent l'argument biologique. Je pense que vous y avez été souvent confrontés. Et certains disent que les comportements genrés sont naturels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et selon vous, où est-ce que se situe la frontière entre le social et le biologique ? Vaste question. Et François, notamment, vous qui avez été formé en psychologie. Bon, la question de la différence entre la nature et la culture, enfin, on va pas ouvrir le débat là aujourd'hui parce que
Je pense que c'est vrai que historiquement, cette question de la naturalisation des comportements et de l'essentialisation des comportements, c'est effectivement construit. Alors je vais prendre la question de l'éducation et de la petite enfance. Hein. C'est effectivement construit autour des représentations qu'on appelle matrifocalisées, hein, donc centrées finalement sur la dimension maternelle. Mais quand on essaie de prendre un peu de hauteur et qu'on voit les choses de façon un peu plus historique, socio-historique, finalement on comprend que depuis la Révolution française, la place des femmes a été cantonnée à la sphère domestique, a été cantonnée sur des sphères qui n'étaient pas du tout valorisées, et que du coup c'est comme ça en fait que se sont construits les métiers genrés et la représentation qu'on peut se faire de l'essentialisation des tâches. Donc dès qu'il s'agit effectivement de critiquer en fait la question de la place des femmes autour de l'éducation, on l'essentialise et on naturalise en fait les choses. Donc ça fait partie du patriarcat et il faut lutter par rapport à ça, parce qu'effectivement l'essentialisation et la naturalisation des compétences, ça fait partie des inégalités de genre qu'il faut combattre en fait. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette première émission de Décode Éduc qui traitait le genre et l'éducation. On l'a vu ensemble, l'éducation à l'égalité des genres, ce n'est pas juste une affaire des textes officiels ou une affaire des grands principes. Ça se joue tous les jours dans les classes, dans les cours de récréation, dans les manières d'enseigner, de parler, d'encourager. Bref, dans tout ce qui construit les représentations dès le plus jeune âge. Avant de se quitter, peut-être un dernier mot de votre part, chers invités. Une idée peut-être, une piste de réflexion ou un message à retenir pour faire avancer cette éducation à l'égalité dans des écoles ou dans des lieux de la formation. En tout cas, juste vous remercier pour l'organisation du podcast, parce que c'est un lieu de rencontre où on peut échanger avec d'autres professionnels, avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes approches que nous, les mêmes expériences, les mêmes points de vue. Et du coup, de pouvoir partager tout ça et discuter ensemble, ça permet déjà de pouvoir faire avancer les choses un petit peu à sa manière quand même. Moi, quelque chose que j'ajouterais et qui m'a beaucoup parlé dans le discours d'Estelle, c'est cette nécessité que ce soit qu'il y ait des recherches qui montrent à quel point c'est un phénomène concret, observable et quantifiable. Je pense que c'est ce qui peut vraiment faire avancer certaines... Je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, mais en tout cas, ce phénomène-là. Donc, peut-être, du coup, pour finir, pour rebondir... Bien sûr. Du coup, peut-être un des objectifs aussi quand on parle de travail là sur l'égalité, notamment, justement déjà si on faisait une focale sur comment faire vivre des rapports égalitaires dans la classe, moi je pense que déjà on pourrait faire des programmes de formation et avoir beaucoup de personnes qui soient vraiment impliquées, notamment dans le corps enseignant, pour le corps que je connais, sur justement quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, quels sont les vrais piliers qu'on peut mettre dans la classe si on se dit on veut faire vivre des rapports qui soient égalitaires, à mon avis. Moi, pour conclure, c'est une petite anecdote qui me traverse là. C'est en fait un étudiant homme que j'avais quand j'étais formateur, qui est venu un jour me voir et qui m'a dit François, j'ai quelque chose d'important à te dire par rapport à ma socialisation. Et cet étudiant, il m'a dit tu sais, quand j'étais petit, j'avais voulu faire la vaisselle et mon papa n'était pas d'accord et il m'a frappé en fait. Et du coup, ça a été en fait l'occasion. Donc, on a pu du coup travailler sur justement qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les représentations, comment finalement il a été socialisé aussi par rapport à ce modèle traditionnel finalement de l'éducation. Et ça lui a permis en fait de travailler sur la question du genre. Et tout ça pour dire que la question du genre, c'est pas quelque chose qu'on est, mais c'est quelque chose que l'on joue.
Et je trouve que la question de la porosité entre le féminin et le masculin, elle est là, et il a pu construire progressivement de cette porosité entre le féminin et le masculin. On a chacun du féminin et du masculin en nous, et que le genre, c'est pas quelque chose que l'on est, c'est quelque chose que l'on joue. Et chacun d'entre nous, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, on joue avec ce féminin et ce masculin. Merci beaucoup pour cette conclusion, et merci beaucoup à vous trois pour ces échanges passionnants, et merci aussi à nos chroniqueuses pour leur regard croisé. Ce qu'on retient donc de cette émission, c'est que oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais qu'il y a aussi plein d'initiatives, de réflexions, de gens engagés qui font bouger les lignes sur le terrain. Et parmi ces actions concrètes, on a évoqué tout à l'heure les cellules de prévention et d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles. Ces dispositifs, de plus en plus présents dans les établissements, soulèvent ainsi d'autres questions. Comment est-ce qu'on accompagne les victimes ? Comment est-ce qu'on forme ? Et surtout, comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités ? Et justement, c'est le cœur de notre prochaine émission. On s'intéressera au VSS dans le monde éducatif, à ce qui existe, à ce qui bloque, à ce qui peut changer pour faire avancer durablement les choses. Merci à vous tous, chers invités. Merci à vous qui nous écoutiez aussi de loin, de près. Prenez soin de vous. Rendez-vous à très vite pour la suite de Décode Éduc. C'était un podcast Décode Éduc. Le podcast des étudiants et étudiantes en sciences de l'éducation. À l'animation, Adrien, Yona, Olivia. À la chronique, Baptiste, Ilona, Esra, Hanan, Anissa. Sur le terrain, Micho, Soliane, Faïka, Lénaïs. À la communication, Magdalena, Pauline, Ambeline. À la coordination, Anaïs. Nous remercions l'Université Jean Monnet, les professeurs, ainsi que tous les étudiants et les étudiantes du Master Sciences de l'Éducation, les intervenants pour leur contribution à la réalisation de notre podcast.